Pour mon époux là, c'est une plaie jusqu'à aujourd'hui, c'est une plaie pour lui. Il en souffre terriblement. Il en souffre, il en souffre. Si c'est lui seul ici, mais on va remplir d'enfants. Il en souffre, c'est une plaie pour lui. C'est une plaie pour lui. Il en souffre terriblement. Et tout le temps, il en parle. Quand il en parle, je fais comme si j'entends pas. Parce que je ne veux même plus rentrer dans cette souffrance-là. Je préfère être heureux pour ces deux qui sont là. Mais si on doit pleurer, c'est ceux qu'on n'a même pas vus. On n'a même pas eu le temps de donner de l'affection. Je ne veux plus rentrer dans ça. C'est moi qui invente chaud. On me donne tout ça des maladies. Elle a Bobo Douma. Elle a Coco. Elle a problème de ventre chaud. C'est elle a pour faire enfant. On me donne toutes sortes de maladies. Et à chaque fois, tellement il m'accable avec les maladies, je suis obligée de faire. Si vous dites, pour monter mes examens, je fais tout le temps des examens. Je fais tout le temps des examens. Quand on fait, il n'y a rien. Que ce soit mes ovaires, mais tout est normal. Mais eux là, c'est moi qui ai toutes sortes de maladies de femmes. Oui, ma maman m'a beaucoup soutenue. Et à chaque fois, elle pleurait. Quand je pleurais, elle venait pleurer avec moi. Elle a dit, tu as deux. Tu dis jamais merci à Dieu pour ça. Tu pleures pour ceux même que tu n'as jamais vu. Donc tu aimerais avoir 10 et puis devenir des gangsters. Et grâce à Dieu, j'ai pris courage encore. Le moral est haut. Je suis prête encore. Même si c'est à 10 grossesses. Et un seul va survivre, je suis prête. Je suis prête. Je suis prête même. Je dirais à toutes ces femmes qui souffrent de fausses couches, de ne même pas perdre espoir. Je leur dis de prendre courage, de ne même pas se décourager. Chaque femme naît a le nombre d'ovules qui est en elle. Et c'est le médecin qui m'a expliqué ça. Donc il n'y a pas une femme qui naît sans ovules, ce n'est pas possible. Que ce soit dans 10 ans, le temps que ça prendra, l'enfant viendra. Déjà, quand tu fais une fausse couche, c'est déjà de bons signes chez un médecin. Les gynécologues, ils en parlent carrément. Parce que déjà, tes tours n'ont pas de problème. Ton utérus n'a pas de problème. Tes ovaires n'ont pas. Déjà, quand tu fais une fausse couche, c'est déjà un bon signe. Tu peux contacter une grossesse. Tu peux aller à terme. Tu peux aller à terme. Donc, c'est déjà un bon signe. Je leur dirais de ne pas se décourager, de croire en Dieu. De croire, de toujours avoir le moral, de toujours insister, de toujours essayer. Un jour sera là, vraiment là, le bon. Vraiment aujourd'hui, je remercie Dieu, je remercie le ciel. Je n'ai pas eu, peut-être 5 grossesses, je n'ai pas eu la chance d'accoucher les 5 grossesses, mais il m'a fait la grâce quand même d'accoucher 2. L'autre c'est Syriac, il a 17 ans. Et le Benjamin, lui, c'est mon ami fidèle. Il a 11 ans. Donc vraiment, je suis fière d'eux. Ils font ma fierté, que ce soit à l'école, sur le plan éducatif. Ils font vraiment, vraiment ma fierté. Et je bénis le ciel pour ces 2 beaux cadeaux qu'il m'a donnés. Bien qu'étant un phénomène assez fréquent, la fausse couche reste assez méconnue des populations. Recevons le docteur Moumouni, docteur gynécologue, pour nous entretenir sur la question. Bonjour docteur. Bonjour madame Mireille. Bienvenue dans Direct Santé. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Comment peut-on définir une fausse couche? D'accord. On peut définir, la fausse couche, c'est défini comme étant une interruption spontanée d'une grossesse qui a débuté normalement, qui va s'arrêter avant la viabilité du fœtus. La viabilité du fœtus, on entend dans les pays développés, ils sont à 22 semaines. Chez nous, en Afrique, pays sous-développés, on ira jusqu'à 28 semaines. Parce qu'à partir de 28 semaines, on parle d'un accouchement. Donc, tout ce qui se fait avant 28 semaines, c'est un avortement ou une fausse couche spontanée. Docteur, quels sont les facteurs favorisant une fausse couche? D'accord, on parlera plutôt de causes, même s'il y a des facteurs favorisants, mais pour ce qui est déjà des causes, on peut les regrouper en 4 grands groupes. D'abord, il y a ce qu'on peut appeler comme étant les anomalies chromosomiques, c'est-à-dire pour une raison X ou Y, les chromosomes sont normalement se fixent par paire. Alors,
s'il y a une anomalie de fixation, il y a 3 chromosomes qui se fixent, c'est ce qu'on appelle la trisomie. Cela va donc entraîner une anomalie chromosomique qui peut être à l'origine d'une expulsion de l'œuf, donc entraîner donc une fausse couche spontanée. Ou dans le cas contraire, à contrario de la trisomie, ça peut être une monosomie. Dans ce cas, au lieu d'avoir 2 paires de chromosomes qui se sont fixés, on a un seul chromosome qui s'est fixé. Donc on est dans le cadre d'une monosomie. Ça, majoritairement, c'est les anomalies chromosomiques. L'œuf s'expulse sans qu'il y ait de signes d'alerte, de signes prémonitoires qui peuvent interpeller la femme, tout et tout. Voilà, donc ça, c'est la première cause. Donc, on a parlé des anomalies chromosomiques. En dehors des anomalies chromosomiques, le deuxième grand groupe, c'est les anomalies de l'utérus à elle-même. L'utérus, c'est l'organe, l'appareil de la dame qui est habilité à recevoir l'œuf fécondé. Il faut rappeler au passage que la fécondation se fait dans le tiers externe de la trompe et la nidation va se faire dans l'utérus. Et donc, s'il y a une anomalie de l'utérus à type, il y a des femmes qui malheureusement naissent avec des malformations de l'utérus, on peut avoir ce qu'on appelle un utérus bicorne, c'est-à-dire que l'utérus est mal formé, il n'est pas unique en fait. C'est comme si on avait 2 utérus à l'intérieur de l'utérus. Ça peut être un utérus qui est cloisonné, c'est-à-dire qu'au sein de l'utérus, on a une cloison qui peut partir depuis le col de l'utérus jusqu'au fond de l'utérus. Donc, on a au niveau, parlant toujours des malformations utérines, on peut avoir l'abéance du col. C'est-à-dire le col, en début de grossesse, normalement, il doit être fermé. Alors, pour une raison X ou Y, chez certaines femmes, elles ont ce qu'on appelle l'ouverture du col, qu'on appelle l'abéance cervico-isthmique. Voilà. Et donc, cette béance, étant donné que le col il est ouvert dès le début de la grossesse, peut être à l'origine d'une fausse couche spontanée. Toujours dans le cas des anomalies de l'utérus, on peut avoir l'hypoplasie de l'utérus. L'hypoplasie de l'utérus, c'est une dame normale qui a un tout petit utérus. Un tout petit utérus, mais donc qui peut être à l'origine de fausses couches. Cela ne veut pas dire qu'une femme qui a forcément une hypoplasie de l'utérus va forcément faire des fausses couches spontanées. En général, elles peuvent quand même, elles ont un utérus quand même qui peut supporter une grossesse jusqu'à 33 semaines. 33 semaines, on est aux alentours de 7 mois et demi. Alors donc cette dame va forcément donner naissance à un prématuré. Alors donc on a parlé des deux. Premier grand groupe, c'est les anomalies chromosomiques. Deuxième grande cause, c'est les anomalies de l'utérus. La troisième cause, c'est les anomalies hormonales. Les anomalies hormonales, c'est on peut avoir une insuffisance lutéale. Une insuffisance lutéale, ça veut dire quoi? Normalement, la femme a 2 types d'hormones. C'est les oestrogènes et la progestérone. La progestérone, c'est l'hormone qui entretient la grossesse. Alors, souvent, chez certaines femmes, il y a une diminution du taux de progestérone. Cela peut être donc à l'origine d'une fausse couche. Donc, une dame qui a une insuffisance lutéale peut facilement faire une fausse couche spontanée. Et puis, l'hyperandrogénie. L'hyperandrogénie, c'est une augmentation du taux de testostérone. Les femmes ont cette hormone en elles. Tout dépend maintenant de la quantité. Donc, si son taux de testostérone est très élevé, elle va faire ce que donc on appelle elle a une hyperandrogénie et ça peut être à l'origine de fausses couches spontanées. Donc, quatrième grand groupe, c'est les causes générales. Les causes générales, ça peut être une infection que la dame a chopée juste en début de grossesse, une infection, un paludisme, une infection génitale, une infection urinaire, un paludisme, une hépatite, toutes sortes de pathologies qui peuvent être une pathologie générale qui n'a rien à voir forcément avec une pathologie gynécologique peut donc être à l'origine d'une fausse couche spontanée. Donc voilà un peu résumé les 4 grandes causes des fausses couches. Y a-t-il des signes avant-coureurs d'une fausse couche? Oui, on peut dire qu'il y a des signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs, de la façon dont on peut avoir une fausse couche qui arrive sans signe, c'est-à-dire sans prodrome, il n'y a pas de signe particulier. La dame a fait sa fausse couche spontanée, souvent même avant même qu'elle se rende compte qu'elle est enceinte. Comme on peut avoir des symptômes, les symptômes généralement qu'on a, c'est des saignements.
des saignements, ça peut être des douleurs pelviennes, c'est des contractions ou des douleurs pelviennes qui sont de façon intermittente, ça peut être des crampes. Je vais revenir sur les saignements. Cela ne veut donc pas dire que toute dame qui est en début de grossesse, qui est en train de saigner, fera forcément une fausse couche. Si je voulais, voilà, je voulais poser la question. Voilà, donc normalement, une dame qui se sait enceinte, qui voit déjà des saignements, c'est le lieu d'interpeller cette dame pour qu'elle fasse une consultation en urgence, voir un gynécologue, pour qu'on puisse définir, voir déjà, parce que tout va dépendre de la quantité des saignements et des signes qui vont accompagner ces saignements. Voilà, parce que si les saignements sont accompagnés de douleurs pelviennes atroces, cela peut facilement aboutir à une fausse couche. Voilà, donc c'est un peu, grosso modo, c'est ces deux signes, les saignements et les douleurs pelviennes. Si le processus il est enclenché, c'est-à-dire si les douleurs pelviennes ont eu un impact sur le col, ont entraîné donc une modification du col, jusqu'à entraîner une ouverture du col, tout et tout, c'est un processus qui est non réversible. Cela va forcément aboutir à la fausse couche spontanée. Là, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Mais sinon, avant cela, si c'est juste des saignements, en tout début, des saignements minimes, on passe voir son gynécologue qui va vous examiner, qui au besoin vous fera une échographie pour voir, parce que souvent, un décollement de l'œuf qui est normalement inséré peut entraîner des saignements. Alors, avec un traitement, comme j'ai dit tout à l'heure, une insuffisance lutéale, donc si c'est un défaut de progestérone, on apporte un peu de la progestérone, on met la patiente au repos, tout et tout, on peut rattraper. Voilà, donc une fausse couche dit qu'on peut, si le processus est engagé, est-ce qu'on peut l'arrêter? Tout va dépendre du stade auquel on est. Voilà, je pense que si c'est en tout début, je pense que normalement les choses peuvent quand même se rattraper. Quelles sont les conséquences pour la mère physiquement? C'est toujours douloureux de perdre une grossesse, que cela soit en début ou en fin de grossesse. Voilà, il y a donc, tout va dépendre de comment cette grossesse-là a été préparée. Parce que la douleur ou la peine de la patiente ne sera pas identique. Si je prends l'exemple d'une dame, par exemple, de 35 ans, qui vous a fait pratiquement 10 ans en train de faire le tour des gynécologues dans un contexte de désir de maternité, qui a sa première grossesse et qui, au bout de 8 semaines, voire 10 semaines de grossesse, perd sa grossesse, sa douleur sera plus énorme, difficilement supportable par rapport à une jeune fille de 20 ans, 22 ans. Voilà, donc il y a le volet, il y a un aspect psychologique forcément, il y a un aspect psychologique, mais on rebondit toujours après une fausse couche. Comme je le dis, l'impact ou l'aspect psychologique, tout va dépendre de l'âge à laquelle on est. Pas de séquelles pour une fausse couche. Ce qui serait dangereux, c'est par exemple, là, tout à l'heure, j'ai parlé en citant les causes, j'ai parlé de la béance cervicale. Oui. Alors, pour la béance cervicale, va se définir comment? Si on a une dame qui fait des fausses couches à répétition, cette dame-là, automatiquement, elle doit être prise en charge. C'est-à-dire que dès qu'elle sera en début de grossesse, c'est le lieu pour aider cette dame à porter sa grossesse jusqu'à terme. C'est dans ces cadres-là qu'on va demander, qu'on va faire ce qu'on appelle le cerclage du col utérin. Le cerclage du col utérin qui est on dira une intervention qui va consister à fermer hermétiquement le col de l'utérus pour permettre à cette dame-là, comme elle a, parce que chez elle, c'est un phénomène mécanique. Le col ne tient plus. Même sans grossesse, le col il est ouvert. Donc déjà, s'il y a une grossesse, avec le développement de l'utérus, l'œuf aura tendance à vouloir s'expulser. Donc c'est le lieu de faire ce qu'on appelle un cerclage pour permettre à cette dame de porter la grossesse le plus loin possible. Comment prévenir une fausse couche? Tout va dépendre en fait de la cause. De la fausse couche. Voilà, la cause de la fausse couche. On a pris le cas tout à l'heure de la béance cervico-isthmique. À partir du moment où on a détecté une béance cervico-isthmique, dès que la dame est tombée enceinte, on la prépare, il faut faire un cerclage. À combien de mois? En général, on a jusqu'à 16 semaines pour faire le cerclage.
16 semaines, on est pratiquement au début de 4e mois de grossesse. Voilà. Et pour le cas où les causes sont hormonales? Oui, l'insuffisance lutéale, ça, on va la traiter. On va faire déjà le dosage de sa progestérone, des différentes hormones. Et ça, c'est des choses qui sont traitables. Alors, ce qui serait difficilement... ce qu'on ne peut pas prévenir, c'est les malformations. Chromosomiques? Les anomalies chromosomiques. Les anomalies chromosomiques. Les anomalies chromosomiques et les malformations utérines. C'est-à-dire, si la dame elle a un utérus bicorne ou bien elle a une hypoplasie de l'utérus, on ne peut pas prévenir, Oui. malheureusement. Je pense que pour ce qui est de, par exemple, si elle a une hypoplasie de l'utérus, comme on sait qu'elle a un tout petit utérus qui va supporter difficilement une grossesse, qui difficilement va dépasser la 33e semaine, comme dans le cadre de la béance cervico-isthmique, on pourrait lui proposer un cerclage afin d'aller le plus loin possible. Parce que, en général, l'objectif d'un gynécologue, quand il suit une patiente, l'objectif c'est 34 semaines. 34 semaines, on est à 7 mois et demi. Pourquoi 34 semaines? Parce que c'est à partir de 34 semaines que le nouveau-né ou le fœtus qui est dans le sein de l'utérus de la mère il a une autonomie pulmonaire. C'est-à-dire qu'il peut, s'il est hors de la cavité utérine, il peut respirer de lui-même ses poumons. Il peut utiliser ses poumons. Avant, c'est un peu compliqué. Avant 34 semaines, c'est un peu difficile. Mais 34 semaines, c'est l'âge idéal pour pouvoir faire sortir un enfant. Donc, notre objectif, en fait, c'est ça. Donc, dans le cas de la dame qui aura donc une hypoplasie utérine ou une béance cervico-isthmique, prévenir la fausse couche, ce serait de faire le cerclage du col utérin pour que sa grossesse puisse aller le plus loin possible, c'est-à-dire arriver à terme, pour éviter une fausse couche spontanée. Y a-t-il un suivi à faire ou une démarche après une fausse couche? Des examens, pas d'examen particulier. Comme je le dis, je pense que en fait, la prise en charge ou le suivi après une fausse couche ou un avortement spontané, je préfère dire ça comme ça, va dépendre en fait de la cause. Si c'est une insuffisance, on est dans le cas des anomalies chromosomiques, on pourrait le suivre tranquillement. Pas des anomalies chromosomiques, dans le cas des anomalies hormonales, insuffisance lutéale, hyperandrogénie, déjà on pourrait traiter cette dame qui a une hyperandrogénie ou bien qui a une insuffisance lutéale. Ça, on peut déjà le traiter. Pour ce qui est des dames qui ont des anomalies de malformation de l'utérus, par exemple une dame qui a un utérus bicorne ou bien qui a un utérus cloisonné, on pourrait, avant même la conception, lui préconiser une intervention, c'est-à-dire enlever la cloison, parce qu'on peut faire une intervention pour enlever la cloison pour que l'utérus ne soit plus cloisonné, il soit uniforme. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, la prise en charge ou le suivi va dépendre véritablement de la cause de la fausse couche ou de l'avortement spontané. Alors, docteur Momoni, qu'est-ce qu'il faut retenir de la fausse couche? D'accord. Je pourrais dire, grosso modo, ce qu'il faut retenir d'une fausse couche, c'est que c'est une pathologie fréquente dans nos contrées. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'ordre de 15 à 20% des grossesses. 4 grandes causes, 4 grands groupes de causes à retenir. Les anomalies chromosomiques, les anomalies liées à l'utérus lui-même, les anomalies hormonales et puis les causes générales qui peuvent être dues aux pathologies générales comme la fièvre, le paludisme, une infection urinaire, une infection vaginale. Alors, tout le monde peut faire une fausse couche spontanée. Tout le monde peut faire une fausse couche spontanée. C'est le lieu aussi de demander aux patientes, à nos parturientes, de ne vraiment pas hésiter à consulter. Parce qu'on peut passer inaperçu, on peut faire une fausse couche sans se rendre compte qu'on est enceinte. Il peut avoir des signes avant-coureurs comme il peut ne pas avoir des signes avant-coureurs. Alors, les maîtres mots, les symptômes qu'on doit retenir, c'est les saignements. Nous, on appelle ça les métrorragies. Et puis les douleurs pelviennes. Alors ça, c'est 2 éléments clés qui doivent amener toute femme enceinte à consulter un gynécologue.
Ce dernier va se faire fort d'examiner cette patiente, et de faire une échographie, et c'est à l'issue de cela qu'on pourra savoir si véritablement elle est en train de faire une fausse couche ou pas. Donc c'est les deux symptômes qu'il faut retenir. Et puis savoir aussi qu'une fausse couche, ce n'est pas la fin du monde. On peut faire plusieurs grossesses après une fausse couche. Donc il n'y a pas ça. Au bout de plusieurs fausses couches, c'est toujours possible. C'est toujours possible, même au bout de plusieurs fausses couches. Parce que si, je vais prendre un exemple banal d'une patiente X qui était à l'intérieur du pays, qui a fait 8 fausses couches spontanées à différentes périodes de la grossesse. À différentes périodes. Elle en a fait à 3 mois, elle en a fait à 4 mois. Elle n'a jamais dépassé 5 mois. Tout à l'heure, j'ai parlé de béance cervico-ischémique. Une dame comme ça, quand vous la recevez, vous êtes convaincu. Déjà à l'interrogatoire, on est convaincu que cette dame, elle a une béance cervico-ischémique. Donc il faut la cercler. Cette dame, nous l'avons reçue. Le jour où on la recevait, elle était porteuse d'une grossesse de 12 semaines. Le même jour, nous l'avons cerclée. Elle a géré sa grossesse. À 37 semaines, nous l'avons décerclée. En général, le décerclage il se fait aux alentours de 35 semaines. Nous l'avons décerclée. Le même jour, nous l'avons décerclée. 2 heures de temps après, elle a accouché. Aujourd'hui, c'est une maman, comme toutes les autres mamans. C'est pour dire que même après plusieurs fausses couches, on peut enfanter. Merci, Dr Moumouni, de nous avoir entretenus sur les fausses couches. C'est nous qui vous remercions de nous avoir donné l'occasion de parler à la population, d'expliquer ce que c'est que la fausse couche et de dire aux patientes, aux parturientes, qu'il y a toujours espoir. Même après plusieurs fausses couches, on peut toujours être maman, porter une grossesse et être une maman. Nous vous remercions. On le sait tous, une fausse couche est une expérience difficile à vivre. Comment surmonter cette épreuve? La réponse avec le psychologue. Téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Je suis Dialega Okuala, psychologue social du travail et des organisations. Alors, comme je l'ai dit tantôt pour les différentes définitions, la fausse couche se définit comme une interruption accidentelle d'une grossesse qui amène à la perte du fœtus. C'est donc un échec. La prise en charge psychologique, au-delà du cas de la fausse couche, la prise en charge psychologique, c'est l'environnement qu'on met autour d'un individu, d'une situation de sinistre, pour pouvoir permettre aux individus sinistrés de pouvoir, j'ai envie de dire, mieux négocier le sinistre en cause, ou du moins le sinistre subi à l'instant. C'est cela la prise en charge psychologique, c'est-à-dire que c'est tout l'environnement, tout le soutien moral, tout le soutien matériel, financier qu'on voudrait mettre aux alentours pour pouvoir soutenir psychologiquement, moralement le sinistré. Alors, en ce qui concerne l'impact psychologique que pourrait avoir une fausse couche sur une femme, il faut dire que la fausse couche est considérée comme un échec. Et de façon générale, l'échec est difficilement géré par tout individu. Alors, en ce qui concerne maintenant le cas de la fausse couche, vous savez, en Afrique, on a un attachement, j'ai envie de dire, pathologique vis-à-vis d'une progéniture. Parce que la richesse en Afrique d'une personne, d'un individu, c'est d'abord l'enfant. Ça, c'est ce qu'on concevait avant. La première richesse, c'est d'abord l'enfant. Donc, pour quelqu'un qui attend un enfant, c'est une richesse. C'est en fait passer d'une étape, je dirais peut-être 0 à une étape importante parce que tu peux être considéré maintenant dans la société. Et donc, figure-toi que pour tout ce qui se dit autour d'une femme qui a des enfants, pour tout ce qui se dit autour d'une famille qui a des enfants, donc pour quelqu'un qui a une grossesse et qui voit cette grossesse-là interrompue, il est clair et net que le choc, il est d'abord émotionnel, et le choc, il devient plus social quand on se pose la question de savoir comment est-ce que les gens vont nous percevoir parce que cette grossesse n'est pas allée jusqu'à terme. Donc vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir. Il y a la pression personnelle qu'on a de soi-même parce que c'est un défi pour soi d'avoir un enfant. Et donc ce choc-là, il est d'abord sur le plan personnel une pression, c'est une pression personnelle, donc un impact psychologique
direct que nous-mêmes nous avons sur notre propre personne. Et maintenant, il y a le regard des autres qu'on va essayer de subir, le regard des autres qu'on va supporter, les dires des autres qu'on va supporter, qui a encore un impact psychologique. Et maintenant, quand ces dires-là ne vont pas dans notre sens, dans le sens de nous soutenir, vous comprenez que c'est la dégradance, je dirais. Voilà, c'est un peu ça. Donc l'impact psychologique, il est énorme. Alors, quel genre de soutien la famille ou le mari devrait apporter dans ce cas? Mais j'ai envie de dire que c'est un soutien naturel. Quand on décide de se mettre avec une femme, c'est pour le meilleur, pour le pire. Quand on dit qu'on est dans une famille, comme on le dit, la famille, elle est sacrée. Donc, c'est dit que c'est des liens qui nous obligent à avoir un soutien. Une fausse couche n'est jamais volontairement, j'ai envie de dire, provoquée, dans le meilleur des cas. À part quand on veut peut-être, pour une grossesse indésirée, perdre l'enfant. Voilà, sinon une fausse couche, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un provoque. Donc, dans le meilleur des cas, le mari, il est à côté, il soutient sa femme, il lui dit, tiens, ben, c'est vrai, c'est aujourd'hui, mais bon, la prochaine fois, ça peut être la meilleure. La famille aussi, pareil. Bon, c'est vrai que dans certaines familles ou bien dans certaines sociétés, on a tendance à entendre les gens, pour des femmes qui sont à leur multitude de fausses couches, je dirais, on dirait, celle-là, c'est une femme, son ventre est cimetière, mais c'est une sorcière, elle ne peut pas avoir des enfants, voilà, tu es dénigré. Et c'est ce que je disais, c'est le regard de la société, les dits de la société qui vont accroître la pression psychologique chez la victime, ou du moins chez la personne sinistrée. Mais quand la personne directe qui est le mari te soutient, la famille directe qui est sacrée te soutient, et que même la première personne qui te reçoit à l'hôpital, voilà pourquoi nos sages-femmes, nos médecins doivent avoir un petit bagage psychologique. Parce que vous recevez ces personnes, c'est eux qui sont en contact avec les premiers patients. Donc les premiers mots peuvent plus soulager que les mots qui viennent après. Alors, donc pour terminer, je dirais qu'il ne faudrait pas que les gens considèrent les fausses couches comme une calamité. C'est des accidents qui arrivent. Quand, en tant qu'individu, tu présentes un examen, dans la vie, il y a toujours la dualité. Il y a la réussite, il y a l'échec. Il y a la mort, il y a la vie. Donc, on se présente quand on va à une épreuve, on a toujours l'une, ou du moins l'un des deux résultats. Soit la réussite, soit l'échec. Et maintenant, il faut savoir négocier tout, il faut savoir aborder le résultat qu'on aura. Je vous remercie de nous avoir mis sous vos projecteurs, de nous avoir fait confiance par rapport donc, au thème. On espère avoir répondu assez favorablement à vos questions. Nos portes sont ouvertes, c'est quand vous voulez. Merci. Nous sommes au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro de Direct Santé.